Aujourd'hui, nous, on représente le programme Papageno, programme que certains connaissent, certains, j'en suis sûr, parce qu'ils y participent activement en tant qu'experts dans les différentes régions que nous pouvons explorer à travers nos différentes missions. Donc ça nous permet aussi de les remercier parce que leur expertise, leur intervention est pour nous aussi très très précieuse. Donc aujourd'hui, on va vous représenter, mais de façon assez brève, le programme, surtout pour insister sur nos différentes missions, parce que ce programme, donc, qui a débuté à peu près en décembre 2014, arrive aujourd'hui aussi à un certain virage qui est celui, je pense, de tout programme d'évaluation, d'action et de recherche, qui est de se dire comment faire pour que ce programme perdure dans le temps, comment faire aussi pour s'adapter aux changements qui sont très actifs et très rapides là, sur la question du suicide ces dernières années, et aussi pour réfléchir à l'efficacité ou non de nos différentes actions et de voir sur quels autres plans nous pouvons travailler. Parce que l'origine du programme Papageno était bien évidemment de s'intéresser à la contagion suicidaire. Alors ce constat que vous connaissez tous, qui dit que bien évidemment le suicide est contagieux, on en a déjà beaucoup parlé ce matin. Et nos premières actions s'intéressaient ou étaient orientées vers le traitement médiatique du suicide et comment prévenir la contagion suicidaire à travers ce traitement médiatique. Et puis, au fur et à mesure des sollicitations, des années aussi, le programme Papageno s'est étendu à la prise en charge un peu plus globale de la contagion suicidaire, avec, vous allez voir, différents champs d'action, différentes missions et différentes cibles. Alors, l'historique rapide, on a déjà beaucoup parlé. Nous, on a là présenté plutôt un historique qui s'intéresse plus au Japon, assez asiatique, avec deux exemples. Le théâtre Kabuki au XVIIe siècle, qui était un théâtre qui mettait en scène des différentes représentations, qui étaient initialement jouées par des prostituées, et qui avait un certain succès au Japon lors de cette période-là, jusqu'à ce que soit représentée une scène où deux amants se suicidaient en raison d'un amour impossible. Cette représentation a eu énormément de succès et s'en est suivi de façon localisée, donc au niveau du Japon, une vague de suicides où la réponse, et on l'évoquait aussi ce matin, a été une réponse répressive avec l'exposition des corps sur les ponts de la ville ou la condamnation de personnes qui survivaient à une tentative de suicide. Autre exemple qui est assez parlant, en 1933, le volcan Miarayama, il y a la jeune Matsumoto qui prend un ticket pour aller visiter ce volcan. Ce volcan se retrouve sur une île et elle part avec une amie et elle achète un billet aller sans billet retour pour aller visiter cette île. Arrivée sur le cratère de ce volcan, elle se précipite et se suicide. L'année d'après, on recense environ 150 suicides de personnes qui ont utilisé le même mode, acheter un billet aller seul pour se rendre sur ce volcan. Ce volcan est devenu ce qu'on appelle un hotspot suicidaire. Un hotspot, c'est un terme qui est un peu bizarre pour parler de suicide. En tout cas, la réponse a été à nouveau répressive. Des barrières ont été lancées autour du cratère. Un gendarme a été positionné de façon statique au niveau du cratère, et puis il était interdit d'acheter un billet aller simple. On était obligé d'acheter un billet aller-retour pour pouvoir visiter ce volcan. Alors ça peut effectivement faire sourire, mais ces mesures ont permis d'endiguer cette vague, cette contagion suicidaire. Alors, ça nous permet de parler justement de ce mode de transmission. Alors, on utilise souvent ce mode de contagion dans des terminaisons plus virologiques, plus de maladies infectieuses. Eh bien, dans le cas du suicide, on sait aussi qu'il y a des personnes plus vulnérables, on sait aussi qu'il y a des modes de transmission, qu'il y a aussi des pouvoirs virémiques plus ou moins importants. Eh bien, pour les modes de transmission, pour le suicide, on parle de deux types de modes de transmission. Soit le suicide en grappe localisée, ce qu'on appelle aussi point cluster, c'est-à-dire qu'un suicide va engendrer une contagion, une vague de suicide, mais dans un temps et dans un espace limité. C'est ce qu'on retrouve par exemple avec le théâtre Kabuki, mais c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans les institutions, dans les collèges ou établissements scolaires. Donc cette diffusion va être localisée dans le temps et dans l'espace.
Autre classification, autre mode de transmission, ce qu'on appelle le suicide en grappe de masse ou mass cluster, où là la diffusion va être beaucoup plus étendue, notamment par l'intervention des médias. Et cette diffusion ne va donc pas être limitée dans l'espace, mais limitée dans le temps. Alors, au niveau de la compréhension qu'on a aujourd'hui des mécanismes sous-jacents à la contagion suicidaire, c'est intéressant la contagion suicidaire parce que c'est vraiment le paradigme, le modèle même de comment est-ce qu'il y a une coïncidence, une double lecture possible, une lecture à la fois psychologique et sociologique, et du coup à l'interface une lecture un peu psychosociale de la contagion suicidaire. On sait qu'au niveau des hypothèses psychologiques, je vais très rapidement, mais c'est juste pour comprendre aussi sur quoi s'appuient nos actions et que nos actions sont vraiment théoriquement fondées. Au niveau des hypothèses psychologiques, c'est essentiellement les modèles de l'identification qui sont prévalents par rapport à la contagion suicidaire. Le problème, c'est que l'identification est très mal opérationnalisée aujourd'hui. Il y a eu des formes d'opérationnalisation plutôt issues de la psychodynamie et de la psychanalyse. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opérationnalisation très claire en termes, par exemple, de neurosciences ou de sciences cognitives. On pourrait envisager en fait un raboutage des théories de l'empathie, c'est-à-dire la mise en résonance, la mise en écho et la mobilisation émotionnelle face à un individu qui se suicide, avec les théories de l'apprentissage social qui veulent qu'on peut acquérir un comportement ou intégrer un comportement dans son propre répertoire comportemental, simplement en observant un comportement et en observant les récompenses ou au contraire, entre guillemets, les punitions que ce comportement va générer. Alors ça pourrait paraître paradoxal, les récompenses en termes de suicide, mais justement pour un individu qui présente plein de biais cognitifs parce qu'il est en pleine crise suicidaire lui-même, constater qu'un individu s'est suicidé avec une couverture médiatique où on dit que finalement ce suicide était une libération, que ça lui apporte une certaine gloire, eh bien c'est une forme de renforcement de ce comportement-là. Et donc ce qu'on appelait avant identification, enfin ce qu'on appelle toujours identification différentielle, c'est-à-dire cette idée de l'identification horizontale, plus la personne à qui je ressemble ou qui me ressemble, enfin plus je ressemble à la personne ou plus la personne me ressemble, plus je risque de m'identifier à lui, ou l'identification verticale, c'est-à-dire plus la personne est auréolée d'une certaine prestance sociale, d'une certaine réputation, plus je m'identifie à lui. En fait, en réalité, on pourrait plutôt la concevoir, c'est pas absolument précis, et là on est un peu revenu là-dessus. On pourrait plutôt la concevoir comme l'identification horizontale est effectivement agit surtout sur la composante empathique, où on sait très bien que plus une personne me ressemble, plus j'aurai une tendance empathique forte, mais que la composante plus verticale joue sur la valence plus motivationnelle et sur les aspects d'apprentissage social, parce que c'est beaucoup plus renforçateur. Et puis il y a les hypothèses sociologiques d'autre part. On sait très bien, et ça va avoir une importance quand on en parlera tout à l'heure par exemple pour la postvention, que la survenue d'un suicide est très désorganisateur. Donc là il y a une réactualisation des hypothèses durkheimiennes. La survenue d'un suicide est très désorganisateur pour une institution, pour une société, et donc augmente le risque de contagion suicidaire. Et d'autre part, et ça c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, sur la notion des représentations partagées, parce qu'on en a parlé ce matin, toute cette notion de mythe véhiculé autour du suicide. Alors nous on en a répertorié 4, il y a plein de manières de les répertorier, mais avoir des idées suicidaires, faire une tentative de suicide, c'est anodin, on ne peut pas la prévoir, on ne peut rien faire pour l'éviter, et il y a une cause unique et identifiable. Tout ça on sait très bien que ces représentations collectives véhiculées parce qu'il y a un partage commun de ces représentations vont avoir une incidence sur les psychologies individuelles. Alors, ce qui laisse sous-entendre justement que les journalistes ont une influence tangible en matière de suicide. Margot en a parlé tout à l'heure, c'est le fameux effet Werther, donc c'est-à-dire l'augmentation de suicides à laquelle on assiste après la médiatisation d'un fait suicidaire. Donc la dernière étude en date, c'est celle qui fait suite au suicide de Robin Williams le 11 août 2014. L'étude montre qu'en tenant compte justement des variations saisonnières, il y a eu un surplus de 1841 suicides qui a été enregistré d'août à décembre 2014, pour une augmentation soit de 10%. Donc c'est particulièrement fort chez les hommes, âgés de 30 à 44 ans, et évidemment selon les auteurs, sans qu'on puisse de façon avec certitude dire que cette augmentation est imputable aux évocations par les médias, il n'en demeure pas moins qu'elle aurait pu fournir le stimulus nécessaire à ces passages à l'acte dans les populations vulnérables. Donc, en effet, si les suicides par empoisonnement à cette période, par arme à feu ou à la suite d'une chute, étaient plus élevés de 3% que les suicides prévus, ceux par asphyxie, qui a été la méthode employée par Robin Williams, ont grimpé de 32%
par rapport aux prévisions. Donc voilà, il est tout à fait effectivement possible de travailler sur cet effet délétère, cet effet Werther. Et pourquoi c'est aussi important de travailler avec les journalistes? Parce qu'il existe un autre effet que vous connaissez, une influence qui, elle, au contraire, est protective et qui est engendrée également par les médias, c'est le fameux effet Papageno. Donc comment les journalistes peuvent promouvoir cet effet de protection? Premièrement, par l'insertion d'un numéro d'aide dans les articles. Alors, il y a un recours, Margot, tu en as parlé également tout à l'heure, au moment de la série 13 raisons 2, il y a eu l'insertion d'un numéro de téléphone dans les épisodes. Et au Brésil, effectivement, le Centre de prévention du suicide a constaté que les appels vers cette ligne ont doublé. Donc, des études sont en cours actuellement dans d'autres pays que la France pour montrer effectivement cet impact, ce recours aux soins lorsqu'il y a médiatisation d'un numéro d'aide. Autre chose, un autre élément qui est également un levier pour les journalistes, c'est la publication de témoignages de personnes qui ont eu des idées suicidaires et qui sont parvenues à mettre en place des stratégies d'adaptation positive, telles que le recours aux soins, bien sûr, ou autres. Alors là, on le voit, le mécanisme d'identification dont parlait Charles-Édouard est le même, c'est le même mécanisme qui est en jeu, mais là, avec une finalité qui est évidemment totalement différente. Troisième levier, c'est dans les recommandations de l'OMS, je ne l'ai pas cité, mais effectivement, le troisième levier, c'est l'interview, le recours par les journalistes à des interviews auprès d'experts, experts que vous êtes. Là où, effectivement, quelqu'un qui ne serait pas un spécialiste de la prévention du suicide ou du soin pourrait parler, diffuser des mythes, l'expert, lui, vient justement rapporter de la réalité là où il y a ces mythes. Il a aussi l'occasion, en plus, de diffuser des messages de prévention, des messages de recours aux soins. Donc tout ça, c'est à effet protecteur. Et donc, contrairement à l'effet Werther, qui, lui, est incitatif et délétère, l'effet Papageno, lui, au contraire, est tout à fait protecteur. Donc concrètement, comment est-ce qu'on agit pour prévenir ces suicides en grappe de masse? Comment est-ce qu'on fait pour promouvoir cet effet Papageno? Alors c'est toute l'action du programme que l'on mène justement auprès des étudiants en journalisme, des journalistes et sur les réseaux sociaux. Donc la toute première des actions pour laquelle on a effectivement, Pierre l'a rappelé, très connue, c'est le fait que l'on intervienne dans toutes les écoles de journalisme en France. Comme je vous disais, l'Organisation mondiale de la santé et l'Association internationale de prévention du suicide ont publié en 2008 et actualisé là dernièrement en 2017 12 recommandations à destination des journalistes. Cependant, envoyer ces recommandations dans les écoles, diffuser ces recommandations auprès des journalistes, la littérature l'atteste, ça ne fonctionne pas. Et au contraire, elles fonctionnent. Il y a un intérêt lorsqu'elles sont appliquées dans un programme qui est dédié. C'est pour cela qu'on intervient, comme je vous disais, sous forme de rencontres-formation au sein des écoles. Donc c'est une demi-journée qui mixe une promotion d'étudiants en journalisme, un groupe d'internes en psychiatrie, un expert psychiatre, référent du GEPS, et un expert journaliste. L'objectif, c'est vraiment, pendant ces heures que l'on passe avec ces étudiants, d'ancrer dans leur culture de futur professionnel tous les enjeux du traitement médiatique du suicide et de susciter justement cette responsabilité qu'ils ont, alors non pas qu'ils soient des acteurs de la prévention du suicide, mais ils ont un rôle à jouer et c'est sur ces leviers-là qu'effectivement on s'appuie en fait. Alors, pour vous faire un bilan... Alors, oui, excusez-moi. En plus de ces rencontres formation, on essaie de susciter au maximum également ce que j'appelle des rencontres en immersion, où, après la demi-journée, l'objectif, c'est que quelques étudiants en journalisme qui sont intéressés puissent faire un stage en immersion au sein d'un service de psychiatrie qui est d'une durée de 5 jours. Comme on le dit généralement, c'est pas du tout, ils ne viennent pas juste pour... comme le dit le docteur Lalo Tourcoing, c'est pas un zoo, c'est bien de passer 5 jours en immersion, rencontrer des professionnels, rencontrer des usagers et faire le tour effectivement de tous les secteurs. Donc c'est pas facile à organiser, mais on y parvient quand même. Et là, on voit vraiment la différence de regard qui s'oppose aux mythes et aux préjugés qu'ils pouvaient avoir auparavant.
Et on essaie aussi de prolonger cette rencontre par ce qu'on appelle des cafés psy. Donc, très souvent, les associations d'internes en psychiatrie organisent par eux-mêmes et pour eux-mêmes des soirées. Et bien là, c'est de convier aussi les étudiants en journalisme pour continuer cette rencontre et ces réseaux. À ce jour, on est intervenu dans 12 écoles, ce qui fait, on a un bilan de 431 étudiants et futurs professionnels. Et là, pour l'année 2018-2019, c'est évidemment exponentiel. D'ailleurs, conformément aux recommandations aux recommandations qui ont été élaborées par rapport à la stratégie de prévention du suicide, on avait vraiment à cœur de pouvoir évaluer notre action pour pouvoir être capable de dire est-ce que oui ou non ça fonctionne. Le problème, c'est qu'évaluer des actions comme ça, c'est-à-dire on rejoint les termes de la formation, sur des actions de formation, c'est jamais évident. Et donc, on a dû élaborer, c'est pour ça qu'il y a tout un pendant métrologique dans le programme Papageno, dans l'aspect recherche de Papageno, on a dû élaborer des questionnaires, et en particulier le questionnaire d'évaluation des connaissances sur le suicide, le KEX, c'est pas très beau, alors du coup, c'est tout un travail de validation. On a validé, donc sachez que le questionnaire d'évaluation des connaissances sur le suicide est validé. Il faut encore qu'on le publie, mais il sera du coup disponible à tous les acteurs de la prévention. Dès qu'il sera publié, dès qu'il sera disponible, on mettra sur le site Papageno. Il vous sera disponible si vous souhaitez évaluer vos actions de formation. On a aussi dû traduire une échelle qu'il faut aussi qu'on valide, qui est beaucoup plus sur les représentations, le stigma par rapport au suicide. Et puis, ce qu'on a pu mettre en évidence pour l'instant dans nos interventions au sein des écoles de journalisme, c'est que clairement, il y avait une progression nette des connaissances qui étaient des connaissances qu'on peut estimer un peu brutes, dures, comme l'épidémiologie. Ça, on peut imaginer qu'en fait, ce sont des connaissances qui viennent chez les étudiants en journalisme de se confronter à aucune croyance et du coup qu'ils achètent assez facilement. Par contre, on a beaucoup plus de difficultés à faire progresser les connaissances par rapport aux mythes, qui sont beaucoup plus entachés. En fait, on s'est rendu compte de croyances qui étaient beaucoup plus profondément ancrées. Et donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse, et ça, c'est les pistes qu'on met en œuvre, il faut qu'on réfléchisse à une manière plus incisive, ou en tout cas plus prolongée, de venir changer ces croyances. Un bon signe quand même, c'est qu'il y avait une réelle prise de conscience par rapport à l'effet Werther, et ça clairement, il y a une progression nette des étudiants à 3 mois sur les connaissances relatives à l'effet Werther. Par contre, manifestement, les étudiants en journalisme ne sont pas encore confortables avec l'idée qu'ils sont eux-mêmes possiblement acteurs de la prévention, et il y a des connaissances sur l'effet Papageno qui peinent à monter, qui augmentent très légèrement, qui peinent à monter. D'où les pistes qu'on a envisagées pour la suite, parce que comme on est un programme de recherche-action, on s'efforce vraiment de tirer les conséquences et les conclusions de l'évaluation qu'on a menée pour changer les actions. Et donc, on a envisagé, on a une nouvelle formule là, qui consiste à augmenter le temps d'intervention. On avait envisagé de réintervenir par la suite, mais c'est extrêmement contraint par les obligations académiques des écoles de journalisme, ce qui est particulièrement difficile de réintervenir, donc au moins d'augmenter le temps d'intervention, d'axer vraiment sur l'effet Papageno et d'avoir une composante beaucoup plus positive encore que ce qu'on avait auparavant, moins de l'ordre de la censure. Déjà qu'on ne faisait pas beaucoup de censure, mais alors là, c'est vraiment axé très très fort sur l'effet Papageno plus que l'effet Werther, et de promouvoir le plus possible les rencontres en immersion, parce qu'on pense vraiment, encore une fois, c'est ce qu'on hérite de nos maîtres, on pense vraiment que c'est par la rencontre que se fait le changement des représentations. Alors au sein des rédactions, là c'est le travail que l'on fait auprès des journalistes qui sont en activité. Là on intervient sur un format formation flash, 30 à 45 minutes, même si Pierre et moi on est déjà restés 3 heures avec des journalistes qui étaient passionnés par la question. Donc, mais logiquement on est vraiment sur une durée très très brève. Pour ceux avec qui on a travaillé, on a des partenariats très forts avec La Voix du Nord, avec le Télégramme de l'Ouest, on intervient beaucoup aussi par l'intermédiaire des clubs de presse, M6, Hospi Média, et bon, c'est vraiment un axe moi que je voudrais renforcer cette année, de pouvoir continuer à intervenir dans ces rédactions, ce d'autant plus qu'il y a à chaque fois qu'on intervient vraiment un intérêt. On a une base de données, on leur envoie également ce qu'on appelle des alertes médias, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un suicide qui est médiatisé avec un potentiel d'effet Werther, on intervient rapidement pour leur donner, justement travailler sur cette question des mythes, les inviter à contacter des experts, à insérer le numéro d'aide, un numéro d'aide on va dire. Donc voilà, et évidemment tout ça, ça amène à des collaborations sur d'autres sujets, parce qu'effectivement le suicide est aussi une porte d'entrée vers les questions de santé mentale.
Donc au sein des rédactions, aujourd'hui, on a sensibilisé 98 journalistes directement, indirectement c'est beaucoup plus, et on a envoyé 17 alertes médias. Encore une fois, pour pouvoir évaluer une action comme celle-là, c'est-à-dire de changement, de transformation du type d'article et de la qualité des articles qui paraît dans la presse, c'est extrêmement compliqué. C'est un travail de longue haleine parce qu'il faut qu'on ait suffisamment de recul. Qu'on a commencé, il a fallu commencer encore une fois par éditer un outil parce qu'il y avait des outils qui étaient disponibles dans la littérature mais qui n'étaient pas exactement ajustés à nos objectifs. Donc on a créé un outil qui s'appelle la Print Media Reporting and Suicide Scale, la presse, qu'on est en cours de validation également. Là, il me faut remercier le docteur Manchon et le docteur Verzo qui ont passé des heures et des heures et des heures, mais quand je vous dis beaucoup d'heures, à analyser les articles de presse à partir de cet outil. Ils ont analysé 400 articles de presse en 2014 pour au moins avoir une baseline de comment est-ce qu'on traitait le suicide en France avant le programme Papageno. Et il n'y a pas de grand scoop. En fait, c'était un peu catastrophique, c'est-à-dire que il y avait un score de Werther moyen qui était particulièrement élevé. Alors là, ça ne vous parle pas trop parce qu'effectivement, vous n'avez pas les seuils, mais il est particulièrement élevé, un score Papageno particulièrement faible. Le but, évidemment, c'est que progressivement, le score Werther diminue et les scores Papageno augmentent. Et donc le but, c'est de poursuivre. Et oui, le but, c'est de poursuivre. Vous l'avez compris, en fonction des publics, c'est toujours le même référentiel théorico-empirique, le même contenu, en fait, qui est diffusé, mais on ne transmet pas de la même façon. Et c'est-à-dire qu'on va convoquer différemment, à des degrés différents, les données épidémiologiques, les hypothèses théoriques, mais l'objectif, et c'est là où la communication a son importance, c'est bien que le message puisse se faire entendre de façon efficace. Donc on est obligé à chaque fois de le retravailler de façon différente dans la forme et pas dans le fond. Alors, ce qui était ça nous a surpris, mais effectivement, le travail qu'on a mené avec les journalistes, à un moment, on s'est posé la question, on leur dit, il faut que vous ayez recours à des psychiatres, des experts, sauf que ce qui nous a été rapporté, c'est que malheureusement, apparemment, les psychiatres ne seraient pas de très bons communicants et il y a une défiance assez forte vis-à-vis des journalistes. Donc, il s'agit de mettre en place un nouveau pan de Papageno qui est là à destination des acteurs de la prévention du suicide et qui est le format Media Training, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un format de 2 heures et où on vous sensibilise effectivement, on vous met un peu en difficulté, mais l'objectif c'est que vous puissiez avec aisance avoir un rapport aux journalistes qui soit beaucoup plus facile et toujours avoir en tête effectivement qu'il existe des recommandations, qu'il existe l'effet Werther et qu'on peut agir sur cet effet et promouvoir l'effet Papageno. Donc la base de données effectivement des 131 personnes qui ont fait ce média training, quand on envoie des alertes médias aux journalistes, on leur envoie également. Voilà, ce qui fait qu'ils sont susceptibles d'être contactés. Si moi, un journaliste me contacte dans une région, je donne toujours les ressources locales des personnes qui ont été formées au média training. On a un format mini média training pour ceux qui n'ont pas le temps. Et là, on a également sensibilisé 110 personnes. C'est à partir de ce format mini média training qu'on élabore notre évaluation. C'est plus difficile d'évaluer le média training. Donc pour le mini média training, pour ceux qui errent dans les congrès de psychiatrie, normalement vous l'avez déjà vu, il y a un stand Papageno toujours avec quelqu'un qui vient vous harceler pour faire une petite interview et une mise en situation. Ce qu'on peut vous dire déjà de cette mise en situation qui fait office également donc qui fait à la fois office de sensibilisation et d'évaluation, c'est qu'il y a un intérêt qui est sensible pour les médias de la part des professionnels de la santé mentale. Par contre, il y a une vraie défiance vis-à-vis des médias puisqu'il n'y a que 50% des professionnels qui se disent avoir confiance vis-à-vis des médias et encore moins des journalistes. Les journalistes, c'est une profession honnie, mais ça c'est aussi un effet de l'air du temps. Et avec que 33% des professionnels de santé qui ont confiance dans les journalistes. Enfin, et quand on dit confiance, c'est vraiment même un petit peu confiance. La plupart n'ont pas du tout confiance envers les journalistes. Et donc on a tout un travail à faire par rapport à ça. Et en fait, on se rend compte aussi que quand on interviewe un journaliste, un professionnel de la santé en conditions comme s'il était interviewé par les journalistes, c'est excessivement rare. Bon, j'exagère peut-être un peu, c'est très rare que le professionnel de la santé pense à donner les recommandations adéquates par rapport à la prévention du suicide. Donc c'est vraiment à ça qu'on travaille. Encore une fois, il s'agit de poursuivre. Donc si vous avez un congrès ou si vous avez une journée... On sera au CF, Congrès français de psychiatrie, évidemment, comme tous les ans. Après, donc il y a Helios. Alors je remercie beaucoup Margot Morgiev d'avoir divulgaché notre communication.
divulgacher, parce qu'au Québec, on n'a pas le droit de dire spoiler, c'est interdit. Et le constat pour Helios, en fait, c'est un constat qu'on avait fait depuis un moment, c'est-à-dire que c'est bien gentil les médias traditionnels, mais il y a aussi beaucoup de représentations qui sont véhiculées aujourd'hui par les réseaux sociaux, et il nous tenait à cœur vraiment de proposer quelque chose sur les réseaux sociaux. Ça devenait vraiment quelque chose d'urgence, d'autant que c'est en pleine émergence, d'intervenir via le numérique et via les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, mais c'est pas encore tout à fait abouti. Et on a particulièrement accès chez les jeunes parce qu'on se rend compte, et ça c'est un constat à l'international depuis très longtemps, que les jeunes suicidaires n'accèdent que peu aux soins. Déjà les jeunes n'accèdent que peu aux soins, mais en plus quand les jeunes vont particulièrement mal, c'est ce qu'on appelle la négation d'aide, enfin, en tout cas c'est traité comme ça dans la littérature, quand plus ils vont mal, moins ils vont aux soins. Et ça, c'est ce qui a été, ce paradoxe-là a été qualifié de fossé de service dans la littérature. Et il y a deux types de fossés de service. Le fossé structurel qu'on connaît bien, c'est cette espèce de creux qui existe entre la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et la psychiatrie de l'adulte. Et aussi, et de manière très importante, les fossés personnels, le fait que les adolescents, c'est difficile d'aller vers quelqu'un, c'est difficile de demander de l'aide, surtout quand on est en quête d'autonomie, surtout quand on a l'impression qu'on peut se débrouiller tout seul, surtout quand on a peur de la psychiatrie ou de la santé mentale. Il y a vraiment toute une série de barrières à la recherche d'aide chez l'adolescent. Sauf qu'on se rend compte aussi, et ça il y a une littérature qui commence à être de plus en plus garnie, parce que mine de rien, Internet ça commence déjà à être vieux, et que tous les jeunes aujourd'hui qui ont moins de 25 ans sont nés avec Internet, c'est tous des milléniaux aujourd'hui. Eh bien, on se rend compte que les jeunes ont recours à Internet quand ils ont des idées suicidaires, soit pour chercher de l'aide eux-mêmes spontanément, soit pour rechercher du soutien par leur père, soit pour juste simplement divulguer ou diffuser leurs idées suicidaires. Et que, du coup, probablement, ce qui est plus écologique aujourd'hui pour un jeune qui recherche de l'aide, ce sera beaucoup plus quelque chose qui demandera moins d'engagement identitaire, d'engagement interpersonnel, c'est-à-dire quelque chose qui sera très écologique, au bout de ses doigts. Michel Serres parle de génération poussette, c'est vraiment au bout du pouce. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour qu'un jeune qui ne va pas bien puisse tout de suite, dès que j'ai des idées suicidaires, interpeller quelqu'un. Et donc, on est parti du principe de la stratégie du portail, c'est-à-dire qu'il faut venir chercher les jeunes là où ils sont, c'est-à-dire dans leur milieu écologique numérique, pour aller chercher ceux qui ont la plus grande ambivalence par rapport, la moins d'ambivalence par rapport au jet suicidaire, la plus grande difficulté d'engagement interpersonnel, et ensuite, une fois qu'on est venu les chercher là, progressivement les amener à des moyens, des recours d'aide qui sont plus conventionnels, passer par le téléphone et ensuite passer par la rencontre interpersonnelle. Et donc pour ça, on a élaboré un projet qui s'appelle le projet Helios, pour équipe en ligne d'intervention et d'orientation sur le suicide. Je ne vous cache pas qu'on a failli l'appeler POIL, pour programme d'orientation et d'intervention en ligne sur le suicide. On a eu une motion de censure par rapport à POIL, donc on l'a appelé Helios. L'idée d'Helios, c'est tout simplement une équipe de cliniciens, former une équipe de web cliniciens. On a déjà des cliniciens, dans le cadre du programme Vigilance, il y a déjà des cliniciens qui travaillent à distance par téléphone. Et bien, l'idée, ce serait de renforcer ce type d'équipe-là par des web cliniciens qui travailleraient essentiellement sur les réseaux sociaux, et que les jeunes, pour l'instant les jeunes, mais on espère plus tard tout le monde, pourront solliciter en envoyant tout simplement un tweet, un message WhatsApp, un message sur Messenger à @Helios. @Helios qui serait diffusé. C'est là le lien avec Papageno, c'est que ça, c'est envisageable uniquement s'il y a une campagne de promotion extrêmement active, intense, pour substituer à chaque fois qu'un jeune va sur Internet et qui risquerait de se confronter à des programmes qui sont incitatifs, enfin des contenus qui sont incitatifs ou à haut risque de contagion suicidaire, de substituer une ressource qui soit extrêmement facile à contacter. Du coup, le principe, c'est que le jeune contacte Helios et les web cliniciens derrière se mettent en lien avec le jeune pour lui apporter un premier soutien, un premier soulagement par rapport à sa détresse, et surtout de l'amener progressivement. Donc c'est une stratégie d'hameçonnage, c'est pas très joli comme ça comme terme, n'empêche que c'est des techniques qui sont utilisées déjà sur Internet pour les gens qui veulent inciter au suicide. Donc là, c'est de subvertir le principe, d'hameçonner et progressivement de renforcer par un travail motivationnel, de rassurance, d'accompagnement, de les amener progressivement pour remonter le gradient de l'engagement dans les soins et venir accéder aux ressources qui soient plus conventionnelles. Donc, pour l'instant, Helios est encore à l'état de projet. On a déposé des PHRC et donc, effectivement, on croise les doigts. C'est clair.
On l'a dit tout à l'heure, effectivement, on peut agir sur ces mass clusters, c'est toute l'action qu'on vient de vous présenter, mais également sur les point clusters. Donc pour rappel, comme Pierre le disait, quand la personne est directement exposée au suicide de l'un de ses proches ou de l'un de ses pairs. Je vais vous présenter maintenant les actions que l'on met en place. Alors, juste faire une petite parenthèse sur cette question des hotspots. Il faut un peu s'attarder sur ce cas particulier. C'est vrai que le fait que ces hotspots soient habituellement relayés par les médias nous laisse envisager des pistes d'action que nous n'avons pas encore investiguées compte tenu de l'absence en France d'une ligne dédiée à la prévention du suicide. Donc, dans notre idée, il s'agirait dans un premier temps de réaliser un repérage rétrospectif des lieux avec les journalistes, de les cartographier et de surtout mettre cette carte dans un coffre-fort dont la clé se situera dans un autre coffre-fort, parce que ce serait vraiment ce serait horrible qu'elle soit diffusée. Et évidemment de croiser ces données que les journalistes ont, ils nous le disent de toute façon, de les croiser avec les informations de la gendarmerie, de la médecine légale, afin d'avoir effectivement une cartographie qui soit, réelle, peut-être limite exhaustive si on peut l'espérer. Et de laisser effectivement ensuite les équipes locales travailler avec les institutions afin de sécuriser ces lieux et d'apposer, lorsqu'il existera, un numéro ressources. Donc un test est en cours actuellement dans l'Ain. Et je tiens à saluer le travail que mène Chantal Manoni de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, avec qui je travaille sur ce test. On va voir ce que ça va demander. Ce que ça va donner, pardon. Alors, toutefois, ces hotspots sont quand même très disséminés. Ça, on le sait déjà. Ils font l'objet de peu de suicides, même si chaque vie a son importance. Ça reste assez faible. Ça demande énormément de ressources techniques, de ressources pour le repérage, pour l'intervention. C'est pourquoi on se concentre davantage aussi sur les accidents de voies ferrées, qui, eux, pour le coup, sont davantage décrits justement par la SNCF. Donc des rencontres ont eu lieu et c'est aussi une piste sur laquelle on est en train de travailler actuellement. Autre point qui est là plutôt une perspective pour l'année 2019, c'est le champ de la postvention. Alors pourquoi la postvention ? Bien parce que on sait que le suicide au sein, à nouveau on est dans les point clusters, donc suicide localisé, le suicide au sein d'une entreprise, d'une institution va avoir un important risque de contagion suicidaire, que ça va créer une désorganisation assez importante et une façon de gérer la crise au sein de l'institution. Et aussi parce que le programme a été contacté par différentes institutions suite à un suicide, en nous demandant quelles étaient les conduites à tenir et les stratégies à prendre. Donc pour mener ce travail, toujours aussi dans l'idée du programme Papageno, c'est de se baser, et on en parlait ce matin, se baser sur quelque chose qui est important, c'est la littérature scientifique existante. On ne pouvait pas proposer un plan de postvention sans avoir ce travail préalable qui a été mené au Québec par Nicolas, Monique Séguin et Charles-Édouard Notre-Dame, qui permet là dès aujourd'hui d'avoir une réflexion sur les différentes stratégies de prévention, de postvention qui ont pu être mises en place, de mettre en avant ce qui peut marcher, ce qui peut au contraire être des limites, et notamment reprendre une intégration des deux courants théoriques ou empiriques qui existaient, qui était celui de la prévention de la contagion suicidaire, donc à une échelle macro-individuelle, ou celui de la postvention à une échelle individuelle. Je peux peut-être passer la diapo suivante. Donc, là, je ne vais pas vous présenter cette première réflexion, mais elle est issue de cette revue de la littérature où on sait qu'on pourrait agir sur ces deux axes avec une intervention institutionnelle sur comment gérer le suicide au sein de l'institution, alors notamment avec les questions de logistique, de coordination, de relations avec les médias, de gestion des funérailles, des commémorations, mais également une échelle individuelle avec des sous-catégories ou des repérages de population, avec une prévention ciblée, notamment, on en a aussi parlé ce matin, pour les personnes impliquées directement par le suicide, soit par une prévention sélective pour des personnes plus vulnérables ou une prévention plus universelle.
Donc toute cette mise en place de programme peut se baser sur la littérature. Aujourd'hui, on recherche activement des financements parce que ça demande du temps. Et puis, ça demande aussi quelque chose qui est encore difficile aujourd'hui au niveau des mentalités, c'est qu'on nous contacte ou alors on va contacter un organisme de postvention après un suicide. Il est très difficile d'avoir cette position d'anticiper ou de mettre en place ce plan avant que le suicide dans l'institution arrive. Et c'est dommage parce qu'on sait que c'est ce qui est le plus efficace, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le suicide va créer une désorganisation, et dans cette désorganisation, ce n'est pas le temps de la réflexion. Alors ce travail se mènera bien évidemment, je pense, en étroite collaboration avec les cellules d'urgence médico-psychologique, parce qu'on voit qu'il y a vraiment différents temps, hein, l'avant l'impact, le post-immédiat, le court terme, jusqu'au long terme. Donc on l'a vu, mass cluster, point cluster. Comment est-ce qu'on fait également? Un autre axe de notre programme, bien sûr, c'est de promouvoir ce fameux effet Papageno et de vous donner des outils pour ce faire. Vous l'avez bien compris, hein, l'objectif de notre action, de notre programme, c'est vraiment de passer de ce modèle d'identification vulnérante qui est en jeu dans la contagion suicidaire à une identification qui, elle, sera protective, où chacun devient en fait une ressource d'aide pour les personnes qui sont vulnérables. C'est pourquoi, comme je vous disais également, dans tous les cas, on travaille toujours avec des ressources locales et c'est vraiment important pour nous de le redire. Alors, dans ce cadre-là, justement, pour promouvoir cet effet Papageno, on est en train de constituer des ressources narratives, donc une base de données, une base de témoignages, écrits et filmés. Donc, c'est l'objet du projet PIXA qu'on vient de lancer il y a quelques jours, dont l'un des volets consiste d'ailleurs à armer les professionnels de la prévention pour les aider à substituer partout où il y a risque de contagion plutôt un effet protecteur. Donc ce kit ressources comprendra, on aura l'occasion de vous en reparler, hein, mais ce kit ressources va comprendre notamment 3 clips vidéo de jeunes qui sont des témoignages d'adolescents qui ont fait une tentative de suicide ou qui ont aidé quelqu'un qui avait des pensées suicidaires. Donc là, vous voyez bien, c'est tout ce qu'on a cité tout à l'heure de l'identification horizontale. Les jeunes parlent aux jeunes. Il y aura également un clip vidéo d'une célébrité reconnue qui également avait cette idée suicidaire. Là, on est plutôt sur l'identification verticale. Dans ce kit, il y aura également des ressources écrites et un module de formation. S'agissant des fictions, on est en train de finaliser là, une analyse de toutes les productions fictionnelles sur le suicide. C'est un interne qui est en charge de ce train. Hein, au cinéma. Au cinéma, pardon, oui. Et on soutient également un autre projet qui nous a beaucoup plu. C'est le travail d'un jeune réalisateur qui s'appelle Dylan Zarella, qui fait une série, ce sera en 5 épisodes, sur la question du suicide et du deuil, qui s'appellera Sans regret. Et en fait, Dylan a spontanément contacté le programme, justement pour qu'on l'aide dans l'écriture de son scénario, parce qu'il avait vraiment conscience de cet effet Werther et de cet effet Papageno. Donc on espère que ce genre de choses se poursuivra. Mais comme vous le savez, également, promotion de l'effet Papageno, c'est également ce soutien à la mise en place d'une ligne dédiée. Vous le savez, depuis des années, on est fortement engagé dans le soutien de la mise en place d'une ligne téléphonique dédiée à la prévention du suicide. Et on pense que l'unicité de ce numéro dédié, c'est vraiment une condition nécessaire pour nous afin d'asseoir des campagnes de communication qui seront efficaces, certes, d'afficher un message de santé publique également fort, mais aussi de simplifier et d'encourager le recours aux soins des personnes suicidaires qui seront en recherche d'aide. Pour les actions. Et puis pour terminer... Pardon. Juste vous parler donc des actions frontières qui ne sont pas directement centrées sur la contagion, mais qui ont pour objectif d'augmenter l'accès aux soins et donc bien évidemment des stratégies de prévention. Donc nous avons créé à partir de la thématique santé mentale en prévention du suicide pour le service sanitaire des étudiants, une intervention auprès des étudiants de Med 3 de médecine, donc ça correspond à la 3e année, qui vont tous les vendredis de l'année intervenir au sein d'établissements scolaires, collèges, lycées, avec cette thématique santé mentale
que nous avons, nous, axé sur les thématiques. Alors, c'était très difficile de parler de suicide, parce qu'il y a beaucoup de réticence encore aujourd'hui de parler de suicide directement dans les établissements, mais de prendre soin de l'autre, d'accompagner l'autre, d'orienter l'autre. Donc, on a beaucoup parlé de suicide sans utiliser le mot suicide. Et puis, la création et le soutien au déploiement du dispositif Sentinelle, dont on a parlé ce matin, et vous entendrez encore parler dans la journée, auprès de populations sensibles. Donc, l'idée aussi de permettre à certaines personnes formées d'être sensibilisées aux soucis de l'autre, à accompagner l'autre, à prendre soin de soi aussi pour prendre soin de l'autre à travers ce dispositif Sentinelle. Vous pourriez vous poser 2 questions à l'issue de cette communication. Je vais faire le crédit photo, professeur Guillaume Veva, qui nous a envoyé cette photo qui vient d'une exposition à la gare Saint-Sauveur de Lille. Je vous en parlerai juste après. 2 questions qui peuvent se poser. Ces petits 1, ils en font pas un peu beaucoup à Papageno, ils se dispersent pas, ils vont pas un peu dans tous les sens. Et petit 2, quel rapport avec la formation? Pour répondre d'abord à la deuxième question, il nous a semblé que c'est vrai qu'on a un programme qui était initialement exclusivement centré sur la formation, et la formation, alors qu'on a d'emblée été très réticent à appeler formation, qu'on a beaucoup plus volontiers appeler sensibilisation, parce qu'il nous semble que la transmission des savoirs, la transmission des connaissances, selon les principes que Margot a rappelés ce matin, se fait aussi dans l'échange et dans l'interrelation, et qu'on a toujours promu cette position le plus possible d'horizontalité. Ce qui n'est pas toujours évident quand on vient avec un savoir particulier, mais on valorise aussi beaucoup les savoirs expérientiels et les savoirs propres à chacun des terrains sur lesquels on intervient. Et donc la formation, que nous on conçoit beaucoup plus comme un soutien, une aide, un portage, peut se faire par différents modes. En tout cas, Papageno essaye de le véhiculer par différents modes, certes par des formations un peu formalisées, comme dans les écoles de journalisme, mais pour ce qui est des actions qu'on voudrait mettre en place, de post-vention, de hotspot, des choses comme ça, sur beaucoup plus une action de conseil, d'orientation, où on ne fait pas à la place, où on ne donne pas un kit déjà tout fait qui serait juste à appliquer selon un calque qu'on pourrait appliquer, mais vraiment dans un échange qu'on mène avec les acteurs de terrain pour voir ce qui est le plus approprié par rapport aux contingences locales, en prenant en considération quand même, et ça c'est pas à négliger, et peut-être on aura l'occasion d'en reparler en fin de journée, qu'il existe quand même des données de la littérature qui sont probantes et qu'il y a quand même nécessité d'apporter une certaine expertise par rapport aux actions qui sont à mener. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on part pas un peu dans tous les sens? Si, c'est vrai, mais ça c'est quelque chose qui a toujours été un peu revendiqué par Papageno. C'est Gilles Deleuze qui a montré que c'est pas parce qu'on part dans tous les sens que forcément on est incohérent. La stratégie du rhizome, alors je suis désolé d'y revenir parce que c'est quelque chose qui est un peu un leitmotiv. On avait essayé de s'en affranchir, à bien segmenter. Là, on vous a montré les choses de manière bien segmentée, et vous êtes bien rendu compte qu'au cours de l'intervention, en fait, chacune des actions que mène Papageno sont interpénétrées les unes avec les autres. Qu'en plus de ça, on grignote sur du terrain d'autres actions du kit de prévention mené au national, et qu'il y a des échanges qui sont permanents et dans tous les sens. Et c'est vrai que cette croissance selon la stratégie du rhizome, c'est-à-dire qu'on accompagne ce qui pousse et ce qui émerge, c'est quelque chose qui continue de nous motiver. Et par contre, il y a un droit d'inventaire qui a quand même à être mené aujourd'hui, c'est que le rhizome fait quand même courir le risque de trop s'étendre. C'est comme le bambou, ça va un peu partout. Et donc, on a un vrai travail, et ça c'est quelque chose sur lequel on est en participation active, à pouvoir dire non, ça on fait pas, ça on stoppe, ça c'est pas nécessaire, et que pour qu'un bambou pousse bien, il faut aussi pouvoir élaguer une fois de temps en temps, il faut aussi circonscrire son champ son élargissement. Et donc, on travaille beaucoup à ça, et puis on travaille aussi à avoir une certaine cohérence dans le rhizome, une certaine harmonie, et pour ça, il faut qu'il y ait des jardiniers. On en avait déjà parlé dans un congrès du GEPS il y a un petit moment. Il faut des jardiniers qui entretiennent le rhizome, et le jardinier, c'est vraiment celui qui est garant de la cohérence de la philosophie qui est derrière. Et pour nous, vraiment, cette cohérence au sein du rhizome, c'est des valeurs qui nous portent, valeurs dont on est héritier de nos maîtres, et dont on a hérité de nos maîtres, et ça c'est ce dont on parlait ce matin, et des valeurs qui doivent à notre avis prévaloir dans le cadre de la prévention du suicide. Voilà. On vous remercie beaucoup de votre attention.